Je me suis réveillée ce matin-là avec le sentiment que je devais prendre le contrôle de quelque chose, de n'importe quoi dans ma vie. Je m'appelle Caleb Monroe, 32 ans, un analyste de système plutôt doué pour corriger le code, mais pas très doué pour réparer le désordre que j'appelle parfois ma routine quotidienne. J'ai travaillé dur au travail, regardé des écrans pendant des heures et je n'avais rien fait pour moi depuis des semaines. J'ai donc décidé qu'aujourd'hui était le jour idéal pour une coupe rapide chez le coiffeur en bas de la rue. Rien d'extraordinaire, juste assez pour se sentir comme un homme nouveau. L'air était frais pendant que je marchais, mon souffle se gonflait en petits nuages, et je me sentais déjà plus léger, comme si une bonne coupe de cheveux pouvait d'une manière ou d'une autre changer mes perspectives. Le magasin sentait l'après-rasage et le cuir et le barbier. Tony m'a donné un fondu net qui m'a fait hocher la tête en regardant mon reflet. Avec un peu d'approbation, je lui ai donné un pourboire supplémentaire et je suis ressorti dans le froid, prêt à rentrer chez moi et peut-être à répondre à quelques emails en retard. C'est à ce moment-là que tout a mal tourné. Je n'y prêtais pas attention, c'est ma faute, je l'admets. Le trottoir avait une plaque de glace que je n'ai pas vue, lisse comme du verre sous une fine couche de neige. Un pas et ma jambe gauche a glissé sous moi. J'ai essayé de me rattraper, mais mon poids n'est pas tombé et j'ai heurté violemment le sol. Une douleur aiguë et brûlante me traversa le tibia, comme si quelqu'un y avait enfoncé une pointe. Je suis resté là une seconde, abasourdi, le froid s'infiltrant dans ma veste, tandis que quelques passants s'arrêtaient pour me surveiller. « Ça va, mec ?» a demandé l'un d'eux, mais je pouvais à peine répondre à cause des battements dans ma jambe. Quelqu'un a appelé une ambulance et avant que je m'en rende compte, j'étais aux urgences, regardant un plafond fluorescent pendant qu'une infirmière me préparait pour les radiographies. Le médecin est revenu avec une mauvaise nouvelle, une fracture nette du tibia. Vous envisagez 6 à 8 semaines avec un plâtre, dit-il en griffonnant quelque chose sur un tableau. Pas de poids dessus pour l'instant, des béquilles, des analgésiques et du repos. J'ai hoché la tête, toujours en train de traiter, alors qu'ils m'ont posé un lourd plâtre qui allait de ma cheville jusqu'au-dessous de mon genou. Au moment où ils m'ont fait sortir, j'étais épuisée, la tête embrumée à cause des médicaments qu'ils m'avaient donnés. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Amanda, ma femme. Nous étions mariés depuis 5 ans, et même si les choses n'étaient pas parfaites, je pensais qu'elle voudrait au moins savoir que j'étais blessée. Et, dis-je quand elle capta ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Je suis tombée, je me suis cassé la jambe. Je suis à l'hôpital, je viens de recevoir un plâtre. Il y eut une pause. Puis sa voix retentit, coupée et distraite. Oh, c'est mauvais. Tu peux rentrer à la maison? Je fronçai les sourcils, déplaçant le téléphone contre mon oreille. Ouais, je vais me débrouiller. Juste pour vous le faire savoir. Elle émit un son vague comme si elle n'écoutait qu'à moitié. Ok, eh bien, j'aide ma sœur à planifier un voyage en ce moment, alors fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. C'était ça. Non, je viendrai te chercher. Oh astomao. Juste un licenciement rapide. Comme je lui ai dit, j'avais renversé du café sur ma chemise. J'ai raccroché en regardant le téléphone pendant un moment, un nœud se formant dans ma poitrine. J'aurais dû le voir à ce moment-là, le premier drapeau rouge agité juste devant moi, mais j'étais trop fatiguée, trop endolorie pour penser clairement. Un taxi m'a ramené à la maison et j'ai boitillé jusqu'à notre appartement, les béquilles s'enfonçant dans mes aisselles à chaque pas. L'endroit était calme, Amanda toujours dehors, probablement chez sa sœur de l'autre côté de la ville. Je me suis laissé tomber sur le canapé, en calant mon plâtre sur un oreiller et j'ai regardé autour de moi le fouillis familier. Ces magazines sur la table basse, mon ordinateur portable de travail sur le comptoir, la vaisselle empilée dans l'évier. C'était comme n'importe quel autre jour, à l'exception du poids lourd sur ma jambe et de la douleur sourde qui ne voulait pas s'arrêter. J'ai pris un des analgésiques et je l'ai arrosé avec de l'eau provenant d'une bouteille que j'avais laissée sur la table d'appoint. Mon esprit errait alors que les médicaments faisaient effet, atténuant les bords de la douleur. J'ai pensé au travail, au fait que je devrais appeler mon patron demain et lui expliquer que je serais absent pendant un moment. J'ai pensé au salon de coiffure. Comme c'était bon de faire quelque chose de simple pour moi-même. Et j'ai pensé à la voix d'Amanda au téléphone, à la façon dont elle portait ce ton familier. Comme si j'étais un inconvénient qu'elle n'avait pas prévu. Je me suis dit que ce n'était rien, qu'elle était juste occupée, qu'on parlerait quand elle rentrerait à la maison. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. J'ai fermé les yeux, le bourdonnement du radiateur comblant le silence, et j'ai essayé de me concentrer sur le fait que j'étais à la maison, en sécurité et rafistolée. Le casting ressemblait à une prison qui m'enfermait sur place, mais je pensais que je m'y habituerais. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer, à quel point cette chute allait ouvrir plus que ma jambe. Pour l'instant, je me suis simplement penchée en arrière, laissant les analgésiques m'entraîner dans un sommeil brumeux, espérant que demain apporterait un peu de clarté ou au moins un peu moins de douleur. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil qui traversait la fenêtre du salon,
ma jambe frissonnant comme si elle avait son propre battement de cœur. Je m'étais endormie sur le canapé, toujours avec les vêtements de la veille. Le casting lourd et maladroit. Contre les coussins. Les analgésiques s'étaient dissipés, laissant une douleur sourde qui me rendit malade alors que je me redressais pour m'asseoir. L'appartement était calme, mais j'entendais Amanda dans la cuisine, le tintement de la vaisselle et le doux bruit de ses pantoufles sur le carrelage. Je me suis frotté les yeux, essayant de me débarrasser du brouillard dans ma tête, et j'ai attrapé mes béquilles là où elles étaient tombées à côté du canapé, boitillant vers la cuisine. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Chaque étape me rappelle à quel point j'étais inutile. En ce moment, Amanda était au comptoir en train de verser du café dans une tasse, me tournant le dos. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entrée, elle a juste continué à mélanger du sucre dans sa boisson, comme si c'était la tâche la plus importante de la journée. Matin, j'ai dit ma voix rauque à cause du sommeil. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression neutre, comme si elle m'évaluait. « Tu as l'air dur », dit-elle, puis elle se tourna vers son café. Je me forçai à faire un demi-sourire, m'appuyant contre l'embrasure de la porte pour me soutenir. Ouais, eh bien, une jambe cassée fera ça. J'ai attendu qu'elle me demande comment je me sentais, peut-être qu'elle me propose de prendre un petit déjeuner, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a bu une gorgée de sa tasse et a dit « Alors Harper et Logan partent pour les Bahamas, nous surveillons Mason. » J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Mason était le fils de sa sœur, un enfant de 6 ans avec plus d'énergie qu'une tornade. « Quoi ?» dis-je en serrant plus fort les béquilles. Je ne peux même pas me regarder en ce moment. Elle s'est finalement tournée vers moi, ses yeux se plissant juste assez pour me donner l'impression que j'avais déjà perdu la dispute. « Il a 6 ans, pas un bébé, dit-elle d'un ton aigu. Puisque tu ne peux pas travailler, rends-toi au moins utile. » Les mots frappèrent comme un coup de poing. Je ne voyais pas cela utile, comme si j'étais un outil qu'elle pouvait sortir d'un tiroir quand cela lui convenait. Je restais là, la bouche entr'ouverte, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Ma jambe criait, je n'avais même pas eu l'occasion de manger, et elle me proposait de faire du babysitting. « Amanda » dis-je en gardant ma voix aussi ferme que possible. « Je suis avec des béquilles, je prends des analgésiques, je ne peux pas poursuivre un enfant. » Elle roula des yeux, posant sa tasse avec un peu plus de force que nécessaire. « Tu ne poursuis personne. Il ira bien. Tu gardes juste un œil sur lui. » Elle a dit que c'était si simple, comme si je faisais toute une histoire à partir de rien. Je voulais discuter, lui dire à quel point c'était injuste, mais l'expression de son visage m'a arrêté. C'était ce regard qu'elle avait quand elle avait déjà pris sa décision, quand tout ce que je disais rebondirait sur elle, comme si je criais sur un mur de briques. J'ai boitillé jusqu'au canapé et je me suis affaissée, mon esprit racine. Harper and Logan were always pulling stuff like this, dumping their responsibilities on us without asking. Last summer they'd left Mason with us for a weekend so they could get away, and I'd spent 2 days cleaning up spilled juice and picking Legos out of the carpet. Amanda never seemed to mind, or maybe she just didn't care enough to say no. But this was different. I wasn't in any shape to handle a kid, and she knew it. I stared at the cast on my leg. Le plater était déjà tâche par un peu de solide du trajet en taxi d'hier. Mon estomac grondait, mais l'idée de me relever pour fouiller dans le réfrigérateur me donnait l'impression d'escalader une montagne. Amanda est passée devant moi, son téléphone à la main, envoyant déjà un SMS à quelqu'un. Quand est-ce qu'il le dépose ? Ai-je demandé, espérant avoir peut-être quelques jours pour me préparer. Demain, dit-elle sans lever les yeux. Ils partent demain soir, dans moins de 24 heures pour comprendre comment j'étais censée gérer ça. J'ouvris la bouche pour protester à nouveau, mais elle se dirigeait déjà vers la chambre, sa voix traînant derrière elle. Vous le découvrirez, c'est toujours le cas. La porte s'est refermée et j'étais de nouveau seule, le silence s'installant sur moi comme un poids. Je me suis penchée en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer comment cela allait fonctionner pour moi, à peine capable de bouger, à suivre un enfant qui pensait que le calme n'était qu'une suggestion. J'ai pensé appeler Harper moi-même, lui dire de trouver quelqu'un d'autre, mais je savais comment ça se passait. Elle crierait à Amanda et je finirais par ressembler au méchant. Mon téléphone sonna sur la table basse et je l'attrapai, grimaçant alors que le mouvement tirait sur ma jambe. C'était un texto de mon collègue, Matteo, me demandant comment j'allais tenir après la chute. J'ai répondu rapidement, trop fatiguée pour entrer dans les détails. Au moins quelqu'un s'en souciait suffisamment pour s'enregistrer. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé autour de moi, le désordre familier de tout cela, la couverture froissée sur le fauteuil, les baskets d'Amanda, près de la porte, une pile de billets que je n'avais pas encore ouverte. J'avais l'impression que les murs se refermaient, comme si j'étais coincée dans plus qu'un simple plâtre. Je me suis dit que je reparlerais à Amanda ce soir, pour lui faire entendre raison.
Peut-être que si j'expliquais à quel point je souffrais, à quel point il était difficile d'aller aux toilettes sans avoir l'impression d'avoir couru un marathon, elle écouterait. Mais au fond, je savais mieux. Ce mot utile résonnait dans ma tête, se tordant comme un couteau. Je n'étais pas son mari pour elle en ce moment. J'étais une obligation, une case à cocher. J'ai attrapé mes béquilles et me suis relevée, ignorant la douleur dans mes bras. Je traverse aujourd'hui une étape à la fois. Demain pourrait attendre. Pour l'instant j'avais juste besoin de manger quelque chose, de prendre un autre analgésique et d'essayer de ne pas penser à quel point tout cela commençait à me sentir plus lourd. Je me suis réveillée le lendemain avec un mal de tête qui correspondait au battement dans ma jambe, le genre de douleur qui vous fait vous demander si vous vous sentirez un jour à nouveau normal. L'appartement était trop calme, le genre de calme qui donne l'impression de retenir son souffle avant que quelque chose de grave n'arrive. J'avais passé la majeure partie de la nuit dernière à regarder le plafond en essayant de trouver un moyen de dissuader Amanda de ses absurdités de babysitting. J'avais même répété un discours dans ma tête, calme et raisonnable, expliquant pourquoi je ne pouvais pas m'occuper de l'enfant de sa sœur en ce moment. Mais quand j'essayais d'en parler pendant le dîner, elle m'interrompait d'un geste de la main et disait « Nous ne ferons plus ça ». J'étais donc là, calée sur le canapé avec une tasse de café tiède, mes béquilles appuyées contre l'accoudoir comme des geôliers silencieux. Amanda était déjà debout, se déplaçant dans la chambre avec détermination, ses pas tranchants contre le bois dur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai crié « Pouvons-nous en parler s'il vous plaît ?» Elle a sorti la tête. Son expression, un mélange d'agacement et d'impatience. Parler de ce qu'elle a dit. Comme si je lui faisais perdre son temps, j'ai serré un peu plus fort ma tasse de café, forçant ma voix à rester stable. Mason, je suis sérieux, je ne peux pas faire ça, pas avec ma jambe. Comme ça, je peux à peine accéder à la cuisine sans tomber. Elle entra dans le salon, les bras croisés et s'appuya contre le mur. Tu donnes l'impression que c'est un animal sauvage. C'est un enfant. Mais juste un film ou quelque chose du genre. Vous n'êtes pas obligé de courir un marathon. Je secouai la tête, la frustration bouillonnant. Il ne s'agit pas de film, il s'agit de mon incapacité à bouger correctement. Et s'il se blesse? Et si je me blesse en essayant de le suivre? Je prends des analgésiques, pour l'amour de Dieu. Harper a besoin de ce voyage et je ne vais pas lui dire non, parce que tu ne peux pas supporter quelques semaines. Quelques semaines. Les mots ont atterri comme une brique. J'ai ouvert la bouche pour discuter, pour dire qu'il ne s'agissait pas de moi de gérer quoi que ce soit. C'était une question d'équité de base. Sa main, je suis en retard, dit-elle par-dessus son épaule, nous le découvrirons quand je reviendrai. La porte s'est refermée derrière elle et j'étais à nouveau seule, le café dans ma tasse devenait froid. Je suis restée longtemps assise à regarder le plâtre sur ma jambe, le plâtre rayé et taché après seulement 2 jours d'utilisation, mon esprit n'arrêtait pas de rejouer ces mots. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes comme ma jambe cassée, c'était juste un inconvénient. J'ai essayé de me concentrer sur autre chose, peut-être appeler, travailler, consulter mes emails, mais toutes mes pensées revenaient au fait que j'étais sur le point de me retrouver coincée avec un enfant de 6 ans. Je n'avais ni l'énergie, ni la capacité de gérer. Je me suis dit que je dirais non. Quand Harper arriverait, je serais ferme, je lui dirais de trouver quelqu'un d'autre. Mais même si je le pensais, je savais comment ça se passait. Harper pleurait, Logan me lançait ce regard déçu et Amanda me reprochait ma faute. D'une manière ou d'une autre, la journée s'éternisait, chaque heure plus lourde que la précédente. J'ai réussi à me rendre à la cuisine pour prendre un sandwich, failli laisser tomber l'assiette lorsque ma béquille a glissé sur le carrelage. L'après-midi, ma jambe hurlait et j'ai dû prendre un autre analgésique, la bouteille posée sur le comptoir comme un sinistre rappel de mes limites. J'étais juste en train de m'installer sur le canapé en essayant de me distraire avec une télévision stupide quand la sonnette a sonné. Mon estomac s'est effondré. Je savais qui c'était avant même de me lever. Arriver à la porte était un cauchemar. Chaque pas me semblait un pari, mes béquilles vacillaient sur le tapis. Quand je l'ai finalement ouvert, ils étaient là, Harper et Logan, avec Mason debout entre eux, tenant un sac à dos qui semblait plus gros que lui. Le visage d'Harper était tout sourire, comme si elle déposait un cadeau au lieu d'une responsabilité. Et, dit-elle trop gaie, merci beaucoup pour cela. Nous l'apprécions vraiment. Je restais là, une main sur le cadre de la porte, essayant de trouver les mots que je répétais dans ma tête. Écoute, j'ai commencé ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Je ne suis pas vraiment en état de le faire. Mais Logan m'a coupé la parole en posant une main sur l'épaule de Mason. Nous reviendrons dans 3 semaines, dit-il, comme si c'était déjà réglé. Merci, mec, tu es une bouée de sauvetage. Avant que je puisse dire un autre mot, ils se détournèrent et retournèrent à leur voiture garée devant. Mason m'a regardé, les yeux écarquillés et curieux, comme s'il attendait que je lui dise quoi faire. J'ai jeté un coup d'œil vers la rue,
espérant qu'il ferait demi-tour, et j'ai réalisé que c'était une erreur. Mais la portière de la voiture a claqué et ils sont partis. J'ai regardé l'enfant, mon cœur se serra. « Entrez », murmurai-je en m'écartant pour qu'il puisse passer devant moi. J'ai fermé la porte et suis retournée au canapé en boitillant, mon esprit s'emballant. Amanda n'était même pas là. Elle m'avait laissé gérer ça seule. J'ai entendu sa voix depuis la cuisine, faible mais indubitable. « Oh bien, il est là », a-t-elle crié comme si elle s'y attendait depuis le début. Je me suis retournée pour la voir appuyée contre le comptoir en train de siroter une bouteille d'eau, le visage complètement indifférent. « Ils ont déjà réservé le voyage. » dit-elle avec un haussement d'épaule. « Que veux-tu que je fasse ?» Je la regardais, la mâchoire serrée, une douzaine de choses que je voulais dire coincées dans ma gorge. Qu'est-ce que je voulais qu'elle fasse? Que diriez-vous de me défendre, pour nous, pour le fait que j'avais du mal à tenir le coup? Mais je n'ai rien dit. J'ai juste détourné le regard, mes yeux se posant sur Mason, qui fouillait déjà dans son sac à dos, en sortait un camion jouet et faisait des bruits de moteur. 3 semaines comme ça, avec une jambe que je pouvais à peine bouger et une femme qui ne semblait pas s'en soucier. Je me laissais tomber sur le canapé, le poids de tout cela pesant sur moi, et je me demandais comment j'étais censée survivre à cela sans perdre le peu d'adhérence qu'il me restait. Je me suis réveillée au son de quelque chose qui s'écrasait dans le salon, mon cœur battait à tout rompre. Avant même que mes yeux ne s'ouvrent. C'était le 2e jour de Mason ici, et j'avais déjà l'impression de vivre dans une zone de guerre. Ma jambe me faisait mal. Alors que je cherchais mes béquilles, le plâtre me semblait plus lourd que jamais, comme s'il essayait de m'ancrer au lit. En sortant en boitillant, j'ai trouvé le gamin debout sur la table basse, un air coupable sur le visage, entouré d'une pile de livres qu'il avait renversés. « Je construisais un fort », dit-il. Comme ça expliquait tout. J'ai pris une profonde inspiration en essayant de garder ma voix calme. « Ok, mon pote, ne grimpons pas sur les meubles, d'accord ?» Il hocha la tête, mais je pouvais dire qu'il pensait déjà à sa prochaine aventure. J'ai jeté un coup d'œil autour de l'appartement, mon estomac se serrant face au chaos qui s'était installé en une seule journée. Les murs présentaient de nouvelles traînées de crayons, des gribouillages rouges vifs qui semblaient avoir été dessinés au centre d'un ouragan. Les coussins du canapé étaient par terre, l'un d'eux déchiré au niveau de la couture, et le chargeur de mon ordinateur portable était introuvable. J'avais passé la majeure partie de la journée d'hier à essayer de le divertir, en lui proposant des dessins animés et un bol de collation, mais chaque fois que je tournais le dos, il trouvait une nouvelle façon de transformer ma maison en terrain de jeu. Ma jambe ne m'aidait pas. Chaque pas avec ses béquilles ressemblait à un test. J'échouais, mes bras me faisaient mal à force de supporter mon poids, mon tibia palpitait à chaque mouvement. J'avais à peine dormi trop occupé, m'inquiétant de ce qu'il pourrait faire ensuite. Je me suis laissé tomber sur le canapé, me frottant les tempes et j'ai essayé de comprendre comment j'allais survivre à 3 semaines de ça. Amanda était à peine là. Elle est partie tôt hier en disant qu'elle avait des courses et n'est revenue que tard, se glissant dans son lit sans un mot. J'avais espéré qu'elle verrait le désordre ce matin et interviendrait. Mais elle était déjà dans la cuisine en train de fredonner comme si de rien n'était. Je l'ai appelée, ma voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu, et « Peux-tu venir ici une seconde ?» Elle apparut sur le seuil, une tasse de thé à la main. Son expression impatiente. « Quoi de neuf ?» dit-elle en jetant un coup d'œil à Mason qui poussait maintenant son camion jouet sur le sol, faisant de forts bruits de pièces. J'ai montré les murs, les livres, le désastre général. Ça, je ne peux pas le suivre. Il détruit l'endroit et je suis à peine mobile. Elle fronça les sourcils, mais ce n'était pas le genre de froncement de sourcils qui signifiait qu'elle comprenait. C'était plutôt comme si je l'ennuyais. Tu aurais dû mieux cacher les choses, dit-elle en prenant une gorgée de son thé. Et peut-être ne soyez pas si dramatique. C'est juste un enfant. Je la regardais, la mâchoire serrée. Mieux cacher les choses, comme j'étais censée le prédire. Il transformerait mon salon en galerie d'art. Amanda, dis-je en essayant de garder mon ton. Même si je ne dramatise pas. J'ai mal. Je ne peux pas le poursuivre et je ne devrais pas avoir à le faire. Elle haussa déjà les épaules en se tournant vers la cuisine. Je vais chez mes parents ce soir, dit-elle par-dessus son épaule. Ils ont besoin d'aide pour préparer leur voyage. Tu as ça. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle était partie, le bruit de sa prise de ses clés résonnant dans tout l'appartement. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'est fermée et j'étais seule avec Mason. Encore une fois, ma tête martelait un mélange de frustration et d'épuisement qui me donnait envie de crier. J'ai regardé le gamin qui cognait maintenant son camion contre le pied de la table basse, chaque coup envoyant une secousse dans mes nerfs déjà à vif. Je devais vérifier mes médicaments. Je n'avais pas encore pris d'analgésique aujourd'hui et la bouteille était toujours sur le comptoir là où je l'avais laissée. Boitiller jusqu'à la cuisine me faisait 1 kilomètre,
mes béquilles glissaient légèrement sur le carrelage. Quand je suis arrivée, la bouteille n'était pas là où je pensais qu'elle était. J'ai vérifié le comptoir, l'évier et même le réfrigérateur. Par un instinct désespéré, rien. La panique a commencé à s'installer dans ma poitrine, se resserrant alors que je parcourais le thé. Masson, ai-je appelé en essayant de paraître calme. As-tu vu une petite bouteille orange quelque part? Il leva les yeux de son camion, le visage vide, celui avec les pilules énergétiques. Mon estomac s'est effondré. Des pilules énergétiques, dis-je en retournant au salon aussi vite que possible. Où voyez-vous cela? Il désigna le canapé dont l'un des coussins était retourné. Je me suis penchée, grimaçant alors que ma jambe protestait, et j'ai trouvé la bouteille coincée entre les coussins, le bouchon toujours en place. Dieu merci. Je l'ai attrapée, mes mains tremblaient, et j'ai vérifié à l'intérieur. Aucune des pilules ne manquait, mais la pensée de ce qui aurait pu arriver m'a glacé le sang. Ce ne sont pas des jouets, dis-je en levant la bouteille pour qu'il puisse voir. Tu n'y touches jamais, d'accord, jamais. Un plan, quelque chose pour occuper cet enfant qui n'impliquait pas de détruire ma maison ou de mettre l'un ou l'autre en danger. Je l'ai préparé avec du papier et quelques crayons, non toxiques, que j'avais trouvés dans un tiroir, en espérant qu'il s'en tiendrait au dessin pendant environ 10 minutes. Cela a fonctionné, mais ensuite il a commencé à déchirer le papier en bande pour faire des routes pour son camion. C'était Amanda qui disait qu'elle avait changé d'avis, qu'elle revenait pour m'aider. C'était juste un texto de mon patron me demandant comment j'allais, et si je serais bientôt prêt à travailler à distance. J'ai répondu une vague réponse promettant de m'enregistrer demain. L'idée du travail me semblait comme une bouée de sauvetage, quelque chose de normal auquel je pouvais m'accrocher, mais même cela semblait hors de portée pour le moment. J'ai regardé Masson, les marques de crayons sur mes murs, l'espace vide où aurait dû se trouver le soutien d'Amanda, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'une jambe cassée. Il s'agissait de se noyer pendant que tout le monde se comportait comme si j'étais censé nager. J'ai fermé les yeux, le poids de tout cela me pesait, et je me suis dit que je devais juste m'en sortir aujourd'hui. Demain, je trouverai comment résister ou au moins comment survivre. Le 3e jour avec Masson, j'avais fini. Fini le chaos, fini les excuses, fini le sentiment de porter le poids des choix des autres sur ma jambe cassée. Je me suis réveillée avec un désordre poisseux dans le couloir, le genre de désordre que seul un enfant sans surveillance pouvait créer. Masson était entré dans la cuisine pendant la nuit et avait décidé de verser un gallon entier de jus d'orange dans la bouche de chauffage pour voir ce qui se passerait. L'appartement sentait une usine d'agrumes et le sol était collant sous mes béquilles. Chaque pas me rappelait jusqu'où les choses étaient allées en spirale. Ma jambe frottait plus que d'habitude, la douleur traversant la brume de mon analgésique matinal, et je n'avais pas dormi plus de quelques heures parce que j'étais restée éveillée tard pour essayer de l'empêcher de casser quoi que ce soit d'autre. J'ai regardé l'enfant qui était assis les jambes croisées sur le sol du salon et jouait avec son camion, jouait comme si de rien n'était, et j'ai ressenti une montée de colère. Pas contre lui, pas vraiment, mais contre la situation, contre Amanda, contre sa sœur et son mari, qui pensaient qu'ils pouvaient simplement laisser tomber leur enfant et s'enfuir. J'ai boitillé jusqu'au canapé, mes bras me faisaient mal à cause des béquilles, et je me suis effondrée en essayant de respirer à cause de la frustration. L'appartement était un désastre. Des traces de crayons sur les murs, des coussins, de la vaisselle éparse qui s'entassait, parce que je ne pouvais pas rester debout assez longtemps pour les regarder. J'ai essayé de garder les choses ensemble, en organisant Masson avec des puzzles ou des vidéos. Mais il avait 6 ans, ne restait pas assis. Et je n'étais pas en état de suivre. Amanda n'était pas rentrée la nuit dernière et m'a envoyé un texto à minuit pour m'informer qu'elle restait chez ses parents pour les aider à faire leurs bagages. J'avais regardé ce message pendant un long moment, mon pouce survolant le clavier, voulant taper quelque chose de pointu, quelque chose qui lui ferait comprendre à quel point c'était injuste. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement raccroché le téléphone et j'ai recommencé à écouter tout signe indiquant que Masson aurait des ennuis. Maintenant, en regardant les vents imbibés de jus, je savais que je ne pouvais plus faire ça. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Amanda, ma main tremblante alors. Que j'attendais qu'elle décroche. Quand elle l'a fait, sa voix était coupée, comme si j'interrompais quelque chose d'important. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-elle. Je ne me suis pas soucié des bavardages. Masson a versé un gallon de jus dans la bouche de chauffage. L'appartement est en désordre, mes jambes me tuent et je ne peux pas faire ça. Il doit être récupéré aujourd'hui. Il y a eu une longue pause et je pouvais presque l'entendre rouler des yeux à travers le téléphone. Vous réagissez de manière excessive. Dit-elle. C'est du jus. Nettoyez-le. J'ai serré le téléphone plus fort, mes jointures se sont élargies. Nettoyez-le. Je peux à peine marcher. Je ne réagis pas de manière excessive. Je te dis que j'ai fini. Soit Harper vient le chercher, soit j'appelle quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Sa voix est devenue froide. Quelqu'un d'autre comme qui ?
Tu menaces ta propre famille maintenant? J'ai fermé les yeux, me forçant à rester calme, à garder ma voix basse et ferme. Non, je me protège contre les abus. Je suis blessée, Amanda, j'ai besoin d'aide, pas de plus de travail. Pendant un moment, elle n'a rien dit et j'ai pensé que j'avais peut-être réussi à la joindre. Mais ensuite elle a ri, un son court et amer qui m'a fait nouer l'estomac. Tu es faible, dit-elle. Trétéant, je serai à la maison demain. La ligne était coupée et je restais assis là à regarder le téléphone, ces mots résonnant dans ma tête, faible, comme si demander le strict minimum était une sorte d'échec. J'ai posé le téléphone, mes mains toujours tremblantes, et j'ai regardé Mason, qui fredonnait maintenant pour lui-même, inconscient de la tempête qui se préparait en moi. Quelque chose s'est cassé, pas fort ni dramatique, mais calme, comme un fil qui finit par céder après avoir été tiré trop fort pendant trop longtemps. Je n'allais pas laisser ça continuer. Je n'allais pas être celui sur lequel tout le monde s'appuyait pendant qu'il s'éloignait. J'ai boitillé jusqu'à la chambre, ignorant la douleur dans ma jambe, et j'ai fouillé dans le placard jusqu'à trouver une vieille boîte à outils que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvait un jeu de clés de rechange et un tournevis. J'avais fait installer un deuxième pen dormant il y a quelques années après une alerte d'effraction, mais nous ne l'avons jamais utilisé parce qu'Amanda avait dit que c'était exagéré. Maintenant, c'était comme si c'était la seule chose qui m'empêchait d'avoir un peu de contrôle sur ma propre vie. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, en avançant lentement, à chaque pas, en luttant contre la douleur et les béquilles qui n'arrêtaient pas de glisser sur le sol collant. Cela a pris plus de temps que prévu. Mes mains étaient maladroites et j'ai dû m'asseoir par terre pour trouver le bon angle, mais j'ai réussi à remplacer la serrure à peine dormant par une nouvelle, du genre qui nécessitait une clé qu'Amanda n'avait pas. Quand j'eus fini, je m'appuyai contre le mur, reprenant mon souffle, le tournevis toujours à la main. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était comme une ligne dans le sable, une façon de dire que je n'allais pas continuer à me plier jusqu'à ce que je me casse. J'ai regardé Mason, qui empilait les coussins du canapé dans une tour bancale, et j'ai réalisé que je devais encore m'occuper de lui jusqu'à ce que quelqu'un me l'enlève des mains. J'ai ensuite appelé le numéro d'Harper, ma voix ferme alors que je laissais un message vocal, et, c'est moi. Je ne peux plus regarder Mason. Je suis blessée et ce n'est sécuritaire pour aucun de nous. Vous devez venir le chercher aujourd'hui, ou j'appelle les services à l'enfance pour comprendre cela. Je ne plaisante pas. J'ai raccroché, le cœur battant, mais pas de peur, avec quelque chose de plus proche à résoudre. Je ne voulais impliquer aucun officiel, mais j'avais besoin qu'il sache que je ne bluffais pas. Le reste de la journée était flou. Mason s'est occupé avec ses jouets, et je l'ai laissé trop fatigué pour se soucier davantage du désordre. J'ai nettoyé ce que j'ai pu, en essuyant le conduit d'aération avec un chiffon. Je pouvais tendre la main depuis une chaise, mais l'odeur du jus persistait, me rappelant à quel point j'étais profondément là-dedans. Ma jambe me faisait plus mal que jamais, mais je n'ai pas pris d'autres analgésiques, je ne me suis pas fait confiance pour rester alerte avec Mason à mes côtés. Le soir, personne n'avait rappelé et le SMS d'Amanda s'était arrêté après que j'ai ignoré son dernier message me demandant si je m'étais calmée. Pourtant, je m'assis sur le canapé, la nouvelle clé dans ma poche, et je regardais la porte verrouillée. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle de pouvoir, non pas sur quelqu'un d'autre mais sur moi-même. Je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer ensuite, de qui se présenterait ou de ce qu'il dirait, mais je savais une chose. Je n'ouvrirais pas cette porte avant d'être prêt. L'appartement était calme, Mason s'installait enfin avec un livre de coloriage que j'avais trouvé dans un tiroir, et je laissais le silence m'envelopper, lourd mais pas suffocant. Demain apporterait ses propres combats, mais pour l'instant j'avais fait ce que j'avais pu, j'avais tracé ma ligne et je ne la franchissais pas. Le matin après avoir changé les serrures, je me suis réveillée avec un martèlement contre la porte d'entrée qui a fait trembler les murs. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, mes jambes raides et douloureuses après une nuit passée à moitié endormie sur le canapé, trop tendue pour me détendre. Le son est revenu plus fort, comme si quelqu'un essayait de percer, et j'ai entendu la voix d'Amanda, aiguë et furieuse, traversant le bois. « Ouvre la porte. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je me redressai, le cœur battant, la nouvelle clé toujours dans ma poche là où je l'avais laissée. Mason était dans le salon, assis par terre avec son camion jouet, regardant la porte avec de grands yeux. J'ai attrapé mes béquilles, grimaçant alors que je me relevais et boitillais vers le bruit. Les coups ne se sont pas arrêtés. Encore 3 coups, puis une autre voix. « Vieux bourru, tu penses que tu peux nous enfermer dehors ? Ouvrez cette porte maintenant. » C'était le père de Harper, son ton débordant du genre de désapprobation que j'avais trop souvent entendu auparavant. J'ai posé une main sur le mur pour garder l'équilibre et j'ai pris une profonde inspiration. Je savais que cela allait arriver, mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Je me suis penché plus près de la porte, gardant ma voix ferme. « Je ne l'ouvre pas, dis-je assez fort pour qu'il entende. Je t'ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Mason doit aller ailleurs. »
La réponse d'Amanda a été immédiate. Ces mots crachent du feu. Tu es pathétique. Tu vas vraiment faire ce coup sur un enfant, ma famille est là, et tu te comportes comme un lâche. J'ai fermé les yeux, ces mots piquants plus que je ne voulais l'admettre. Lâche pathétique. Ils étaient censés être coupés pour me faire douter de moi-même. Mais je me suis accrochée au souvenir d'hier. Le jus dans la bouche d'aération, le crayon sur les murs, la façon dont on m'avait laissé me noyer pendant qu'elle s'éloignait. Ce n'était pas moi qui fuyais mes responsabilités ici. J'ai ouvert les yeux et j'ai parlé à nouveau, plus lentement cette fois. Je ne suis pas une garderie, je me remets d'une jambe cassée. Tu veux parler de famille? La famille ne laisse pas tomber ses problèmes et ne laisse pas quelqu'un d'autre nettoyer les dégâts. Il y eut un moment de silence. Puis une nouvelle voix, la mère de Harper. Son ton, plus doux, mais tout aussi accusateur. Tu es une honte pour un homme qui nous traite ainsi. Mason est ton neveu, pas un étranger. Comment oses-tu? J'ai senti ma mâchoire se serrer, mes doigts s'enrouler autour des poignets des béquilles, neveu ou pas, Mason n'était pas mon enfant et je n'avais pas signé pour ça, pas alors que je pouvais à peine prendre soin de moi. Je ne lui ai pas répondu, je ne me suis pas fait confiance pour garder mon sang-froid si je continue à m'engager. Au lieu de cela, j'ai boitillé jusqu'au canapé et j'ai assis mes jambes, criant pour une pause. Le coup a recommencé, Amanda criant quelque chose que je ne pouvais pas faire, mais je l'ai réglé, en me concentrant sur Mason à la place. Il me regardait maintenant son camion oublié, son petit visage pincé d'inquiétude. Sont-ils en colère contre moi? A-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai secoué la tête, forçant un petit sourire. Non, mon pote, ils ont juste compris les choses. Tu vas bien. Il hocha la tête, mais je pouvais dire qu'il ne me croyait pas. Je détestais qu'il était pris au milieu de cela, mais je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout allait bien pour épargner ses sentiments ou les leurs. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application Notes, où j'avais commencé à tout documenter. L'incident du jus, les pilules manquantes, le crayon sur les murs. J'ai ajouté des horodatages, des photos que j'avais prises des dégâts, même une capture d'écran de l'estimation de réparation que j'avais obtenue pour le ventilateur chauffant 300, je n'avais pas à épargner. Ensuite, j'ai tapé un rapport d'incident rapide, rien d'extraordinaire, juste les faits, et je l'ai envoyé par email pour la garde. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais, en faisant ressentir une armure, quelque chose de solide sur lequel s'appuyer si cela devient plus laid, le coup s'est arrêté, finalement remplacé par le bruit des pas se retirant dans le couloir. J'ai attendu à moitié en m'attendant à ce qu'ils reviennent avec un bélier battant, mais le bâtiment c'est silencieux. Mon téléphone a bourdonné quelques minutes plus tard, Amanda a envoyé des SMS à une série de messages qui ont commencé avec « Vous êtes incroyable » et s'est terminé avec « Ce n'est pas fini ». Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rédigé un message à Harper et Logan, en joignant le rapport d'incident et une photo des dommages de l'événement. C'est pourquoi je ne peux pas garder Mason. J'ai écrit. Je suis blessé et ce n'est pas en sécurité. Je vais le chercher aujourd'hui ou je devrais prendre d'autres mesures. J'ai appuyé sur Send et posé le téléphone, mes mains stables. Pour la première fois toute la matinée, Mason était de retour à jouer avec son camion, plus calme maintenant, comme s'il sentait que la tension n'avait pas vraiment disparu. J'ai regardé autour de l'appartement au désordre qui n'avait toujours pas été nettoyé, aux murs qui avaient l'impression de se rapprocher. Une partie de moi voulait rappeler Amanda pour essayer de raisonner avec elle une fois de plus, mais je savais que cela ne changerait rien. Elle avait fait son choix, sa famille, le voyage de sa sœur, sa propre commodité sur moi. Je n'allais plus me demander de voir mon côté. J'ai collé une note à l'extérieur de la porte avant de la verrouiller à nouveau. Récupérer, pas une garderie, réessayer, jamais. Ce n'était pas subtil, mais ni l'un ni l'autre ne me laissait faire face à cela seul. Le reste de la journée est passé dans un étrange type de limbe. Mason est resté calme, peut-être parce qu'il ramassait mon humeur, et je l'ai laissé regarder des dessins animés. Pendant que j'essayais de me reposer, ma jambe me faisait mal à l'époque, mais je n'ai pas pris un autre analgésique. Je ne voulais pas émousser mes sens avec la famille d'Amanda encerclant comme des vautours. J'ai gardé mon téléphone proche, en vérifiant les réponses, mais rien n'est venu, pas de Harper, pas de Logan, pas même d'Amanda. Après son dernier texte, le silence était plus fort que leurs cris, lourd du poids de ce que j'avais fait. J'avais tracé une ligne et ils ne m'ont pas habitué à le tenir. Le soir, Mason dormait sur le canapé, son camion se serra dans une main, et je me suis assis là dans l'obscurité, la nouvelle clé dans ma poche, comme un talisman. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Plus de cris, plus de demandes, peut-être même quelqu'un qui essayait de forcer son chemin. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de me tenser sur un sol solide, même la jambe éclatée et ma vie s'effondrait. J'avais dit non et je le pensais. J'avais dû compter pour quelque chose.
Je me penchai en arrière, fermant les yeux et laissai le calme s'installer sur moi, pas paisible, mais assez proche pour le moment. Quoi qu'il en soit ensuite, je y serais affronté selon mes conditions, pas les leurs. Les jours après le verrouillage, je me sentais comme je retenais mon souffle, attendais la prochaine explosion. Mais l'appartement est resté silencieux. Pas de frappe, pas de cris, juste le bourdonnement du radiateur et du bavardage occasionnel de Mason alors qu'il jouait avec ses jouets. Je me suis réveillé ce matin-là en attendant un autre combat, mes jambes raides et douloureuses de dormir à un angle étrange pour le garder élevé. Mais le couloir à l'extérieur était vide. La note que j'avais collée à la porte toujours là, intacte. J'ai caché le canapé, des béquilles, creusé dans mes aisselles et vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages d'Amanda ou de sa famille, juste une chaîne de notifications du travail et un texte de mon collègue, Matteo, qui m'a fait une pause. Entendu que vous êtes déposé. Il disait, besoin de tout, de la nourriture, de la bière, peu importe. Je l'ai regardé pendant 1 minute, l'offre simple me prenant au dépourvu. Je n'avais parlé à personne au travail au sujet du désordre avec Mason ou Amanda. Je viens de dire que j'étais en congé médical. Mais voici Matteo qui tendit la main. Comme si ce n'était pas grave, j'ai tapé « l'apprécier, peut-être quelques produits d'épicerie si vous passez ?» J'ai frappé d'envoyer avant de pouvoir trop y penser, puis de poser le téléphone, de ressentir un sentiment de quelque chose que je n'avais pas depuis un moment, la gratitude peut-être, ou tout simplement un soulage à repère à nouveau. Rappel constant de mes limites douloureuses à chaque fois que je déménageais. Vers midi, la sonnette a sonné et je me suis mis entendu, à moitié attendant qu'Amanda ou ses parents commencent une autre scène. J'ai entravé, regardant le coup de pied et j'ai vu Matteo debout là, tenant quelques sacs d'épicerie, avec Darren, un autre gars du travail, derrière lui portant un pack de soda. J'ai ouvert la porte, la nouvelle clé se tournant en douceur dans le verrou et j'ai réussi à sourire. Je ne m'attendais pas à une équipe de livraison entière, ai-je dit, s'écartant pour les laisser entrer. Matteo sourit, mettant les sacs sur le comptoir. Ouais, eh bien, Darren était libre et nous avons pensé que tu es probablement marre de ta coûte. Darren hocha la tête vers Mason, qui les regardait curieusement du canapé. Qui est l'enfant? Demanda-t-il, pas indulgent, se demandant juste le neveu de ma femme? Dis-je en le gardant vague. Longue histoire. Ils n'ont pas poussé, ce que j'ai apprécié plus que je ne pouvais dire. Ils sont restés un peu m'aidant à déballer l'épicerie. Pain, lait, certains fruits, même un paquet de mes frites préférées que je n'avais pas demandé. Matteo a remarqué le crayon sur les murs et a ri. Je ressemble à ma place lorsque ma nièce visite, a-t-il dit, puis a attrapé une éponge de l'évier et a commencé à frotter sans moi. Darren a sorti la poubelle que j'ai accumulée parce que je ne pouvais pas le porter à la benne à ordures sur des béquilles. Ce n'était pas beaucoup, juste de petites choses, mais j'avais l'impression qu'ils avaient soulevé un rocher de ma poitrine. Plus tard dans l'après-midi, ma voisine, Mademoiselle Klein, a frappé à la porte en tenant un plat couvert de papier d'aluminium qui sentait la lasagne. Elle était dans la 60aine, vivait seule à travers le couloir et a toujours fait un signe de la cage d'escalier. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'un repas fait maison, a-t-elle dit, ses yeux passant à mon casting. Entendu, vous avez eu une semaine difficile. J'ai pris le plat, la chaleur s'infiltrant dans le papier d'aluminium, dans mes mains. Vous n'avez pas eu à faire ça. J'ai dit ma voix plus épais que ce à quoi je m'attendais. Elle m'a fait signe. Non-sens, vous prenez soin de vous, d'accord. J'ai hoché la tête, la remerciant à nouveau, alors qu'elle se retournait chez elle. Je mets la lasagne sur le comptoir, le regardant comme si c'était la preuve que le monde n'était pas toutes les demandes et la déception. Ce soir-là, mon téléphone a bourdonné d'une notification de livraison. Un ensemble de soins de Sacha, un vieux copain de l'université que je n'avais pas vu depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des livres, un sac de grains de café et une note manuscrite. Entendu parler du lac. Accrochez-vous, mec. Je ne savais même pas comment il avait découvert, probablement par le biais d'amis communs sur les réseaux sociaux, mais le geste m'a frappé fort, un rappel des connexions que je laisserai glisser au fil des ans. Pendant ce temps, la famille d'Amanda éclairait Facebook avec de vagues articles sur les beaux-parents égoïstes et les gens qui ont tourné le dos à la famille. Je les ai vus parce que je n'avais pas encore bloqué personne, même si j'étais tentée. Les messages ont pris soin de ne pas me nommer, mais je savais à qui ils étaient destinés. Une partie de moi voulait tirer en arrière pour tout disposer. Le jus dans les vents, les pilules manquantes, la façon dont j'avais été laissée pour tout gérer avec une jambe cassée. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé l'application et mis mon téléphone face vers le bas, laissant le silence parler. Il a brûlé plus fort que n'importe quelle réponse que j'aurais pu écrire. Mason a mangé la lasagne comme si c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée, et pendant quelques minutes, les choses étaient presque normales. Je l'ai regardé me demander ce qui se passait dans sa tête,
collé ici avec moi pendant que ses parents sirotaient des cocktails sur une plage. Il ne méritait plus ce gâchis que moi, mais je ne pouvais pas réparer cela, pas encore. Après s'être endormi, je me suis assis sur le canapé, l'appartement calme, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Ma jambe était soutenue, le casting se grattait et usait, mais je me sentais plus stable que je ne l'avais fait à quelques jours. Matteo, Darren, mli clean, Sasha. Ils s'étaient manifestés non pas parce qu'ils devaient le faire, mais parce qu'ils le voulaient. Ils n'ont rien demandé, je ne m'attendais pas à ce que je sois utile ou que je fais mes preuves. Ils ont juste vu que je me débattais et je suis intervenue. Ce n'était pas une solution pour tout, Harper n'avait toujours pas appelé, Amanda était toujours partie et le poids de tout cela est toujours pressé. Mais c'était suffisant pour me faire avancer. J'ai regardé les marques de crayons, les plats que j'avais réussi à laver, l'épicerie soigneusement emballée et j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. Peut-être que je n'étais pas aussi seule que je le pensais. Peut-être que les vrais, ceux qui comptaient, étaient ceux qui se présentaient maintenant, pas ceux qui hurlent de la loyauté tout en me laissant couler. Je me penchai en arrière, fermant les yeux et laisse cette pensée s'installer, me portant toute la nuit avec un peu moins de poids qu'auparavant. Le réveil pendant la 3e semaine de ma récupération était différent, comme si l'air de l'appartement s'était déplacé pendant que je dormais, mes jambes toujours avec le casting, un gros rappel de la distance que je devais aller, mais la douleur n'était plus aussi nette, plus d'un bourdonnement terne que je pouvais traverser. Je me suis assis sur le canapé où je dormais pour garder un œil sur Mason et j'ai remarqué le type calme, pas le genre tendu qui s'appelle un combat, mais quelque chose de plus doux, presque paisible. L'enfant dormait encore, recroquevillé sur un matelas aérien. J'avais installé dans le coin, son camion jouet a glissé sous un seul bras. J'ai entravé la cuisine, en m'appuyant sur mes béquilles, et j'ai commencé la cafetière, le gourgle familier me mise à la terre d'une manière dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. L'appartement n'était pas parfait. Les marques de crayons s'attardaient sur les murs et la faible odeur de jus d'orange s'accrochait toujours à l'évent de chauffage. Mais c'était encore le mien, du moins pour l'instant. Harper et Logan n'avaient pas rappelé, ce qui n'était pas une surprise, mais il a tout de même piqué. Hier, j'ai laissé un message vocal de plus, calme mais ferme, disant que Mason devait être ramassé d'ici la fin de la semaine ou je devrais trouver une autre solution. Je ne voulais pas impliquer quelqu'un de fonctionnaire. Ce n'était pas là. Faute de Mason, mais je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, équilibrant un enfant et une jambe éclatée, tandis qu'Amanda agissait comme si je n'existais pas. Elle n'avait pas envoyé de SMS depuis le lockout et je n'avais pas tendu la main non plus, laissant le silence entre nous grandir comme un mur que je n'étais pas prêt à grimper. J'ai versé mon café et je me suis assis à la table de la cuisine en me soutenant la jambe sur une chaise. Le casting a été rayé et maculé, mais je pouvais bouger un peu plus facilement maintenant, mon bras plus fort de semaine de béquilles. J'avais commencé la physiothérapie la semaine dernière, juste quelques exercices de base avec un gars du nom de Joël qui n'a pas sucre. Vous guérissez plus vite que la plupart, a-t-il dit lors de notre dernière session, ajustant mon atteinte. Probablement parce que vous êtes tellement têtu de récupérer votre vie. Il n'était pas tort. Chaque tronçon, chaque pas bancal ressemblait à un combat pour récupérer quelque chose. Mon espace, mon temps, peut-être même moi-même. J'ai siroté mon café, la chaleur se propageant dans ma poitrine et j'ai pensé à jusqu'où j'arrive quelques semaines. Le chaos des premiers jours de Mason ici ressemblait à une vie, remplacée par une routine qui n'était pas parfaite mais qui fonctionnait. J'avais installé un coin pour lui avec des livres de coloriage et des puzzles, des choses qu'il pourrait faire sans renverser l'endroit à l'envers. Il avait toujours ses moments. Hier, il avait renversé le lait sur le tapis en essayant de faire un lac, mais ils étaient plus petits, plus faciles à gérer maintenant que je ne me noyais pas de douleur et de frustration. Le travail avait également été une bouée de sauvetage. Mon patron avait accepté des tâches éloignées à temps partiel, en révisant principalement le code et en répondant aux emails, les choses que je pouvais faire du canapé avec ma jambe soutenue. Ce n'était pas beaucoup, mais cela m'a donné une raison de me lever, un moyen de me sentir comme si je faisais toujours partie du monde en dehors de ces murs. J'avais même recommencé à journaliser, quelque chose que je n'avais pas fait depuis le lycée, quand je pensais que j'allais être un écrivain un jour. Juste quelques lignes chaque nuit, griffonnant des pensées dans un cahier bon marché. J'avais trouvé dans un tiroir ce que ma jambe se sentait. Ce que Mason a fait ce jour-là, la façon dont l'absence d'Amanda a laissé un trou. Je ne savais pas comment le remplir n'était pas de la poésie, mais cela a aidé, comme laisser échapper une respiration que je tenais trop longtemps. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, presque le temps de ma prochaine séance de thérapie. J'avais hâte d'y être, pas seulement pour les exercices, mais pour la façon dont Joël a parlé, franc et pratique, comme s'il avait vu des gars comme moi tirer à travers 100 fois. J'ai fini mon café et entravé l'évier, rinçant la tasse d'une main tout en équilibrant une béquille. L'acte simple ressemblait à une preuve de la victoire. Je devenais plus fort, même si c'était lent. Mason remua dans le salon,
marmonnant quelque chose dans son sommeil, et je me suis arrêtée en le regardant un instant. C'était un bon enfant, juste coincé dans le gâchis qu'il n'a pas fait. Je me demandais ce dont il se souviendrait à cette époque, moi entravant les dessins animés que nous avons regardés, la façon dont j'ai essayé de garder les choses stables pour lui, même lorsque je m'effondrais. J'espère que ce ne sont pas les combats, les cris par la porte, mais je ne pouvais pas contrôler cela. Je l'ai levé et je l'ai nourri de céréales du petit déjeuner parce que c'était facile, et nous nous sommes installés dans notre routine matinale. Il a coloré pendant que je vérifiais les emails de travail. L'appartement calme, à l'exception de la rayure de ses crayons et du ping occasionnel de mon ordinateur portable. Vers midi, un mess Klein a frappé avec un autre plat, cette fois une casserole de poulet qui sentait le réconfort lui-même. « Tu as l'air mieux », a-t-elle dit, ses yeux bisants en le remettant. J'ai souri véritablement cette fois, me sentant mieux aussi. Merci pour ça. Elle m'a fait signe, la même chose que toujours, et j'ai porté le plat à l'intérieur de ma béquille, vacillant, mais la thérapie régulière s'est bien déroulée. Joël m'a fait essayer un nouvel exercice, déplacer mon poids sans les béquilles pendant quelques secondes à la fois. Ça faisait mal, mais pas autant que je m'y attendais, et quand j'ai réussi une minute complète sans tomber, il m'a applaudi sur l'épaule. « Continuez, tu marcheras le mois prochain », a-t-il dit. J'ai laissé la clinique en se sentant plus légère, comme si je portais quelque chose de nouveau, une possibilité peut-être que les choses pourraient s'améliorer. De retour à la maison, j'ai réchauffé la casserole pour le dîner et Mason a mangé 2 aides. Ce qui ressemblait à une autre petite victoire après s'être endormi, j'ai sorti mon journal et j'ai écrit sur la journée, la thérapie, la casserole, la façon dont l'appartement ne ressemblait plus à une prison. J'ai aussi écrit sur Amanda, pas avec colère mais avec une sorte de distance, comme je commençais à la voir de l'extérieur. Elle avait choisi son chemin et je choisissais le mien, même si je ne savais pas où cela menait. Pourtant, j'ai fermé le cahier et je me suis penchée en arrière, ma jambe se soutenait sur un oreiller, le casting attrapant la lueur de la lampe, le calme enroulé autour de moi, pas lourd comme avant, mais chaud comme une couverture que j'avais choisie pour moi. Pas d'enfants hurlant, pas de demande, juste moi et une tasse de sourd qui n'avait pas goûté au ressentiment. J'ai regardé autour de moi les murs qui étaient encore à moi, malgré le crayon des plats que j'avais réussi à laver les enfants dormant profondément à travers la pièce. Ce n'était pas la liberté, pas encore, mais c'était proche, assez proche pour me faire avancer, un pas prudent à la fois, vers tout ce qui est venu ensuite. La nuit avant que Harper et Logan ne deviennent du retour, j'étais assis sur le canapé, ma jambe a soutenu le casting, me sentant plus comme un vieil ami qu'un fardeau. Maintenant Mason dormait dans le coin, son matelas aérien s'affaissant légèrement sous son poids, un livre de coloriage ouvert à côté de lui. L'appartement était calme, le genre de calme qui vous permet de penser sans se noyer dans votre propre tête. J'avais passé la journée à nettoyer ce que je pouvais, essuyer les comptoirs, empiler des plats, même frotter quelques-uns de ces marques de crayons têtus des murs avec une éponge. Je pouvais gérer en m'asseyant. Ma jambe guérissait, pas rapide mais stable, et je pouvais ressentir la différence dans la façon dont je bougeais, comme je n'ai pas ouesseux chaque fois que je changeais mon poids. Je redoute ce moment depuis des semaines, le retour inévitable d'Amanda et de sa famille. Mais maintenant que c'était ici, j'ai ressenti autre chose. Calme, peut-être, ou au moins une sorte de résolution que je n'avais pas eue auparavant. J'avais passé trop longtemps à laisser leur chaos dicter ma vie, et je n'y retournais pas. La sonnette a sonné autour de cette tranchant et soudain, en coupant le silence, je savais que c'était elle avant même de me lever. Personne d'autre ne se présenterait à l'improviste comme ça. J'ai entravé la porte, mes béquilles stables sous moi, et j'ai vérifié le coup de pied. Amanda se tenait là, les bras croisés, son visage placé d'une manière qui disait qu'elle était prête pour un combat. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tourné la nouvelle clé dans la serrure et j'ai ouvert la porte, juste assez pour la voir clairement. Elle n'a pas bougé pour entrer, m'a juste regardé comme si j'étais un étranger. « J'espère que vous avez appris votre leçon », dit-elle sa voix, lente mais tranchante, comme une lame qu'elle a affûtée depuis des jours sur la loyauté. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de mal, juste une certitude silencieuse que j'avais fini de jouer à son jeu. Je n'ai rien dit au début, je suis juste atteint vers l'enveloppe de manille que j'avais laissée sur la table d'appoint. J'avais passé hier le remplir, en signant les papiers de séparation que j'avais imprimés d'un modèle en ligne. Ils n'étaient pas finaux, pas encore, mais ils étaient un début, un moyen de tracer une ligne que je pouvais supporter. Je lui ai tenu l'enveloppe, ma main régulière ici, j'ai dit même ma voix. Elle fronça les sourcils, la prenant comme si elle pourrait la mordre, et jeta un coup d'œil à l'étiquette. Ses yeux s'écarquillèrent juste une seconde avant qu'elle ne le couvert de sourcils. Vous choisissez ceci. Elle a demandé son regard, pas de flingue, de ne pas avoir bousculé. Signifiait chaque mot. T'anglais pendant des années et pour la première fois, je pouvais respirer. J'ai fait du café, en déménageant soigneusement, donc je ne l'ai pas réveillé et j'ai vérifié mon téléphone.
Pas de texte d'Amanda, pas de messagerie vocale de Harper ou Logan, juste un message de Joël, mon thérapeute, me rappelant notre session demain. J'attendais avec impatience, pas seulement pour les exercices, mais pour la chance d'en parler, tout ce qui s'était passé, tout ce que je commençais à voir clairement. J'ai passé la journée à garder les choses stables pour Mason, en le créant avec le petit déjeuner et ses puzzles, répondant à ses questions sur le moment où ses parents reviendraient bientôt. Je lui ai dit, en espérant que je ne m'en sais pas. Vers midi, j'ai reçu un texte de Harper, court et au point. Nous sommes de retour ce soir, qui le ramasse à 6 heures. Pas d'excuses, non merci, juste le strict minimum. Mais je m'en fichais. C'était suffisant. J'ai commencé à emballer les choses de Mason, son sac à dos, ses jouets, les livres à colorier que j'avais achetés pour l'occuper. C'était étrange de plier ses petites chemises, sachant qu'il serait parti bientôt, mais c'était aussi bien, comme fermer un chapitre. On n'avait pas voulu écrire. À 6 heures, Harper est apparue seule, son visage fatigué mais illisible. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste hoché la tête. Quand j'ai remis son sac de Mason et dit « Merci de l'avoir regardé », je n'ai pas répondu, je regardais juste sa main et le laissa sortir, se fermant doucement derrière eux. L'appartement se sentait plus grand sans lui, vide, mais pas dans le mauvais sens. Je me suis rattrapée, ma jambe s'est calmée et j'ai laissé le silence s'installer. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai bloqué le numéro d'Amanda, puis Harper S, Logan, ses parents, chaque contact attaché à ce gâchis. Ce n'était pas de la colère qui me conduisait, plus maintenant. C'était de la clarté, comme essuyer une fenêtre brumeuse propre. Je n'avais pas besoin de leur voix dans ma tête, de leurs demandes, de leur voyage de culpabilité. J'avais besoin d'espace pour comprendre qui j'étais sans eux. J'ai sorti mon journal et j'ai écrit à ce sujet, les mots venant plus facilement qu'auparavant. J'ai écrit sur l'enveloppe, la façon dont le visage d'Amanda avait changé quand elle l'a vu, la façon dont je me sentais debout. J'ai écrit sur le départ de Mason, sur le calme qui a suivi, sur la façon dont ma jambe ne faisait pas autant de mal qu'auparavant. Ce n'était pas une victoire, pas exactement, mais c'était le mien, quelque chose que j'ai construit par étapes douloureux. J'ai fermé le cahier et penché en arrière le plâtre, attrapant la lumière de la lampe. L'appartement sentait le café et la vaisselle propre. Aucune trace de jus d'orange ou de chaos. J'ai pensé à demain. La thérapie, peut-être, un appel à Mathéo pour le remercier pour l'épicerie, quelques heures de travail pour garder mon esprit vif. J'ai pensé aux semaines à venir, à la possibilité d'aller de l'avant sans le poids des attentes d'Amanda me faisant glisser. Ça n'allait pas être facile. Les papiers de séparation n'étaient qu'un début et il y aurait des combats, des avocats, peut-être même des jours où je doute de moi. Mais assis là avec le monde, fermé et mes propres choix devant moi, je sentais quelque chose que je n'avais pas depuis longtemps près. Je me suis levée, je suis entravée dans la cuisine et je me suis versé une autre tasse de café à Fafa, donc je ne serai pas debout. Toute la nuit. Je me tenais près de la fenêtre en regardant les réverbères, la lueur douce contre l'obscurité. Le casting était toujours là, la douleur a toujours persisté, mais ils ne m'ont plus défini, plus non plus. Je commençais à voir un chemin, pas clair mais réel, et pour l'instant c'était suffisant. J'ai pris une gorgée, la chaleur me stabilisant et laisse la nuit me porter en avant, un instant à la fois. 6 mois plus tard, je me suis réveillée à la lumière du soleil filtrant à travers les stores de mon nouvel appartement, un petit endroit à travers la ville avec un balcon qui a attrapé le coucher du soleil juste à droite. Ma jambe a été guérie. Maintenant le casting a disparu depuis longtemps, remplacé par une légère cicatrice et une légère raideur que j'ai remarquée seulement le matin froid. Je m'étirais, ressentant l'attraction des muscles qui s'étaient plus forts pendant des mois de thérapie et des marches prudentes, et sont sortis du lit sans la crainte qui me séduisait. L'air sentait le café frais dans la cuisine, une routine que j'adorerais, simple, le mien, sans chaos de quelqu'un d'autre. J'avais 32 ans, toujours analyste des systèmes, mais je me sentais comme un homme différent, qui avait appris à se porter au lieu des bagages de tout le monde. J'ai versé une tasse de café et je suis entré sur le balcon, la ville se réveillant en dessous de moi, toutes les voitures et les premiers navetteurs. C'était loin de l'ancien appartement, avec ses murs marqués au crayon essai. Sol collant, et j'étais content pour ça. Le déménagement avait été un problème. Emballer des boîtes avec une bonne jambe, en triant des années de choses dont je n'avais pas besoin. Mais cela valait la peine de laisser les souvenirs d'Amanda, de sa famille et du désordre qu'ils avaient fait de ma vie. J'ai siroté mon café, la tasse chaude dans mes mains, et j'ai pensé à la façon dont j'étais arrivée ici, un choix à la fois, chacun se construisant sur le dernier. Les papiers de séparation avaient été le début, une ligne que j'ai tracée lorsque je les ai remises à Amanda cette nuit-là. Elle l'avait combattu au début, m'envoyant des SMS pendant des semaines après. J'ai bloqué son numéro, laissant des messages vocaux que j'ai supprimés sans écouter. Je ne la détestais pas alors, pas maintenant.
Mais je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui m'a vu comme un outil à utiliser, pas un partenaire. Le divorce n'était pas encore définitif. Il y avait encore des avocats et des documents à gérer, mais je n'en avais plus peur. C'était juste une autre étape, comme la thérapie ou le déplacement de quelque chose pour me faire avancer. J'avais recommencé à faire de la randonnée le mois dernier, de courts sentiers au début, en testant ma jambe sur un sol inégal. La première fois, je suis arrivée à un point de vue, transpirant et respirant fort. Je me suis tenue là en regardant les collines et j'ai senti que quelque chose s'ouvrirait en moi, pas la douleur mais la liberté, comme si j'avais finalement posé une charge que je n'avais pas réalisé que je portais. Je suis retournée chaque week-end maintenant, parfois seule, parfois avec Mathéo ou Darren, qui deviendraient plus que de simples collègues après être apparus avec l'épicerie ce jour-là. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, personne ne l'a fait, pas même Joël, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient là, stables, le genre d'amis auquel vous n'avez pas à vous expliquer. J'ai également rejoint un club d'échecs, un coup de tête qui s'est transformé en un moment fort de ma semaine. Il s'est réuni dans un centre communautaire du centre-ville, un mélange de vieux qui jouaient depuis des décennies et des jeunes comme moi à la recherche de quelque chose pour les ancrer. Je n'étais pas génial, j'ai perdu plus de matchs que je n'ai gagnés, mais j'ai adoré l'accent, la façon dont chaque déménage m'a forcé à penser à l'avance, à voir la planche comme elle pourrait être, pas seulement comme elle l'était. Cela m'a rappelé ma vie maintenant, en planifiant ce qui est venu ensuite au lieu de réagir au désordre de quelqu'un d'autre. J'avais même recommencé à sortir ensemble, quelque chose que je n'avais pas pensé être prêt pour si tôt. Son nom était Noël, un enseignant que j'ai rencontré au café près de mon nouvel endroit. Elle a ri de ma terrible tentative de blague sur des off, quelque chose sur le fait que ce soit le cousin triste de Kofi, et nous avions fini par parler pendant 1 heure, le genre de conversation qui se sent facile, comme si vous connaissiez quelqu'un plus longtemps que vous. Elle a posé des questions sur ma journée, a écouté quand j'ai répondu, et je n'ai pas poussé quand j'ai contourné les trucs plus lourds. La semaine dernière, nous étions allés nous promener dans le parc, elle me taquinait à propos de mon fanfaron de randonneur, et je me suis surpris en train de sourire, vraiment souriant, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était quelque chose de bien, quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'ai fini mon café, et je suis retournée à l'intérieur en mettant la tasse dans l'évier. L'appartement était petit mais propre. Pas de marque de crayon ou de taches de jus, juste mes livres sur une étagère, un ordinateur portable sur le bureau, quelques plantes que j'essayais de ne pas tuer. J'ai tenu la journalisation, une habitude qui a collé après ces premières nuits griffonnées. Parfois, j'ai écrit sur le travail ou Noël, parfois sur les randonnées ou les jeux d'échecs que j'avais perdus de façon spectaculaire. D'autres fois, j'ai écrit sur Mason, me demandant comment il allait, en espérant qu'il allait bien. Il était juste un enfant pris dans une tempête qu'il n'a pas faite, et je ressentais pour lui-même maintenant. Peut-être qu'un jour, quand il était plus âgé, je tenais la main, lui disais la vérité, pas pour le blesser, mais pour lui donner un morceau de l'histoire qu'il pourrait ne pas obtenir autrement. Pour l'instant, cependant, je l'ai laissé seul, laisse-le reposer comme une lettre que je n'avais pas envoyée par la poste. J'ai pensé à Amanda aussi, mais moins souvent, et quand je l'ai fait, c'était avec une sorte de distance, comme me souvenir d'un film que j'avais vu il y a des années. Je ne savais pas où elle était maintenant, probablement avec sa famille qui tournait toujours leur version de ce qui s'est passé. Je n'ai plus vérifié leurs publications sur Facebook, je n'avais plus besoin de voir leurs vagues plaintes ou leur hashtag de famille. Je les ai tous bloqués, pas par dépit, mais parce que je n'avais pas besoin de leur bruit. Dans ma vie, j'avais mon propre bruit maintenant, stratégie d'échec, le rire de Noël, le croquant de gravier sous mes bottes sur un sentier. Je me suis préparée pour la journée en tirant sur un pull et un jean, ma jambe se déplaçant plus facilement que dans les mois. J'ai travaillé plus tard, un quart de travail complet au bureau pour la première fois depuis l'automne, et je l'attendais avec impatience. Assis à mon bureau, démêler le code, plaisantant avec Mathéo pendant le déjeuner. Après cela, je rencontrerai Noël pour le dîner. Rien d'extraordinaire, juste un endroit avec de bons hamburgers et une meilleure conversation. J'ai attrapé mes clés, j'ai verrouillé la porte et je suis partie, l'air croustillant contre mon visage. De retour sur le balcon ce soir-là, je m'asseyais avec un autre café en regardant le coucher de soleil peindre le ciel orange et rose. Pas de chaos pour l'interrompre.